vais clôturer avec peut-être une présentation qui va faire le trait d'union entre la première partie de cet après-midi et la seconde. Première partie très clinique et une seconde bien plus centrée sur l'individu, en abordant avec vous des réflexions autour de ce que je qualifie d'oncologie humaniste. C'est une thématique qui m'est chère, que nous développons dans le cadre de l'Institut de communication et d'information sur le cancer, l'Institut qui chapeaute ces journées, les printemps de la cancérologie. Dans le cadre de ces printemps de la cancérologie, d'ailleurs, par le transfert d'informations, par le décloisonnement des savoirs, par la communication qui est faite dans le cadre de ces journées, du milieu des sachants, du domaine de la santé, c'est-à-dire les médecins, le milieu médical et paramédical, vers les non-sachants, du domaine de la santé, c'est-à-dire le grand public. Nous faisons un exercice de démocratie sanitaire, de santé citoyenne, et cet exercice-là rentre dans le champ de la médecine humaniste. Donc nous faisons dans le cadre de cette institution de la médecine humaniste, et dans ce cas d'espèce de l'oncologie humaniste. Et nous avons aussi, dans le cadre de notre institution, développé cette plateforme bien-être qu'est la tête et les jambes, et qui sert aujourd'hui essentiellement à habiliter le patient, à respecter les ressources qui le composent, l'aider à traverser cette épreuve qui est celle de la maladie de la meilleure des façons possibles, pendant que la médecine biologique, technique, celle que nous pratiquons, essaie de les débarrasser de cette pathologie. Donc c'est une conférence que je fais depuis maintenant quelques années, que j'avais intitulée initialement « De la prise en charge de la maladie à celle du malade », comme si la technomédecine, cette médecine dans laquelle nous évoluons, pleine de succès, de résultats, pleine de sciences biologiques, avait réussi une affaire assez inattendue, celle de séparer l'individu en deux entités, l'organe pathologique et la personne porteuse de cette maladie. Et cette technomédecine a resserré la focale sur l'organe pathologique en délaissant complètement l'individu. Et le projet de l'oncologie humaniste, de la médecine humaniste, c'est d'essayer de rassembler l'individu en une seule entité, ce qui paraît assez cohérent, puisque l'homme est un être de chair et de sentiments, de corps et d'esprit, et l'objectif est de réaliser une prise en charge de l'homme total, c'est-à-dire respecter autant la pathologie, l'organe malade, que la personne, l'individu, qui est composé comme nous tous les individus sont composés de ces sphères émotionnelles, sociales, culturelles, psychiques, affectives, sexuelles, que l'on doit prendre en compte dans la traversée d'une épreuve comme celle du cancer. Et c'est l'objet de cette médecine humaniste et de cette oncologie humaniste que nous essayons de développer avec d'autres sur le territoire national d'ailleurs et dans le cadre de notre institution. Beaucoup d'autres appellations sont données à ces prises en charge, des prises en charge holistiques, globales, intégratives. Il me semble que l'oncologie humaniste parle simplement à tous et qu'on comprend très bien que c'est une médecine qui s'applique à l'humain, à l'individu, et à tout ce qu'il compose, autant la matière organique qu'à son esprit et au côté spirituel. Alors, j'ai éteint le diaporama, comme ça c'est beaucoup plus clair. Non, je l'ai retrouvé. Donc, médecine humaniste, ça paraît compliqué d'aller faire de la médecine autrement que sur de l'humain. Si on l'a fait sur des animaux, c'est de la médecine vétérinaire. Et mon constat aujourd'hui que je vais partager avec vous, c'est qu'il me semble que médecine et humanité s'opposent complètement aujourd'hui, sont devenus un oxymore, et que les médecins sont des techniciens qui ont oublié que la cible sur laquelle ils évoluaient n'est pas de la matière inerte. La cible sur laquelle ils évoluent est un individu, et l'individu n'est pas composé que de cellules, mais aussi de ces dimensions spirituelles, psychiques, sociales dont on parlait tout à l'heure. C'est mon constat que je partage avec vous aujourd'hui, et c'est ce que nous allons essayer de voir dans le cadre de cette conférence. Comment sommes-nous arrivés aujourd'hui, avec les innovations thérapeutiques, cette technomédecine dans laquelle nous sommes, à dissocier l'individu en deux parties, presque une maladie schizophrénique où on a ces deux entités, organes et personnes porteuses de l'organe pathologique.
et la focale est resserrée uniquement sur l'organe. Comment en sommes-nous arrivés là? C'est ce qu'on va essayer de voir avec une courte mais condensée histoire de la médecine qui va nous aider à prendre un peu de surplomb, avoir une vision peut-être un peu plus macroscopique. Et après, quelles sont les pistes pour réassocier l'individu en une seule entité, ce qui semble être, encore une fois, une cohérence absolument évidente et nécessaire. Alors le constat que je partage avec vous aujourd'hui, bien d'autres l'avaient fait, et même dans les temps très reculés, il y a plusieurs millénaires, puisque j'ai eu la chance il y a quelques années, 5 ou 6 ans, de lire les dialogues de Platon. Platon, c'est le siècle de Périclès, c'est 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ, un siècle où on a des mouvements intellectuels se sont développés, la philosophie a été inventée, on a commencé à théoriser les mathématiques, de brillants esprits se sont rencontrés à Athènes et de façon contemporaine, comme Socrate, Platon dont on parle, et Hippocrate que l'on verra par la suite. Et Platon, dans le dernier des dialogues, compare la politique aux soins, les lois au traitement, la politique à la médecine, les lois aux soins. Et il définit 2 régimes de prise en charge médicale, le régime des médecins pour esclaves et celui des médecins pour hommes libres. C'était il y a 2500 ans en arrière. Le régime des médecins pour esclaves, le médecin qui traite ces gens-là n'a pour autre objectif que de réparer l'organe cassé de l'esclave, de lui ramener ses fonctions et de le rendre à ses maîtres pour qu'il assure les tâches qui sont les siennes au sein du foyer auquel il appartient, sans aller plus avant. C'est ce que Platon décrit comme un régime tyrannique dans le monde contemporain qui est le nôtre. Nous pourrions parler d'autoritarisme sanitaire. Et il observe aussi un deuxième groupe de médecins, c'est les médecins pour hommes libres. Le médecin pour hommes libres, lui, va d'abord interroger le patient, interroger son entourage, examiner, palper, toucher le patient. Puis, aussi faire un diagnostic avec des propositions thérapeutiques qu'il va expliquer au patient et des effets secondaires potentiellement attendus qui vont être détaillés, demander au patient s'il est pris en charge et les définitions qui ont été faites par le médecin sont bien comprises, et même demander l'adoubement du patient sur la prise en charge et le traitement qui va être délivré. Et ça, Platon, 2500 ans avant notre, enfin, il y a 2500 ans, 2000 ans avant notre ère, décrit un régime de démocratie sanitaire. La démocratie sanitaire aujourd'hui, ce sont des impératifs ministériels qui nous ont été adressés. Nous devons faire de la démocratie sanitaire, ouvrir le savoir, partager les connaissances, transférer de l'information, ce qui permet une santé citoyenne. Et Platon, il y a donc, dans le temps jadis, avait déjà totalement observé 2 régimes de prise en charge. Et si l'on regarde bien ce qui différencie le régime des médecins pour hommes libres de celui des médecins pour esclaves, c'est la communication et l'information que va donner le médecin pour hommes libres. Communication et information, c'est ce qui m'a donné l'idée de baptiser notre institution de communication et d'information. Et finalement, ce qui va différencier ces 2 régimes de traitement, c'est le langage. Un médecin use du langage, l'autre va simplement s'intéresser à réparer l'organe détraqué. C'est une vision très ancienne, qui fait partie vraiment des temps lointains, mais qui est très très actuelle encore aujourd'hui. Et donc cette communication, si l'on regarde bien, elle va nous permettre d'éduquer, d'apprendre, de responsabiliser les patients. Si l'on ne communique pas, on maintient les patients dans l'ignorance, c'est une certaine forme d'autoritarisme, mais quitte à communiquer, nous devons le faire en pesant les informations qui doivent être délivrées de celles qui n'ont pas d'intérêt. Autrement dit, si l'on communique un flot d'informations dans lequel le patient va se noyer, dont beaucoup sont inutiles, on va sombrer dans le verbiage. En revanche, si on ne communique absolument aucune information, nous serons dans une sorte de déshumanisation du soin. Et donc, c'est ce que j'écris à la fin de cette diapositive, c'est que la communication est un moyen qui a une fin, celle d'informer de façon cohérente le patient avec une information équilibrée pour qu'elle prenne un caractère éthique et moral. Alors, avant moi, dans les siècles passés,
d'illustres médecins se sont revendiqués de cette école de la médecine humaniste. Le père fondateur, le premier à avoir réfléchi et théorisé autour de la médecine humaniste, c'est un certain William Osler dont je vais vous parler. Et je vais vous citer quelques grands médecins qui font partie de cette pensée, ce courant de pensée que représente la médecine humaniste. Le premier, c'est le professeur Hermann Nonnagel. C'est un médecin viennois du 19e, début 20e, médecin autrichien, patron de médecine interne. À la médecine interne était rattachée à l'époque la psychiatrie. Il a accueilli dans son service pendant plusieurs années, avec lequel il a collaboré et publié de nombreux papiers, un certain Sigmund Freud. Et Hermann Nonnagel écrivait « La médecine a pour but de guérir les gens et non les maladies ». Cette prise en charge, encore une fois, de l'homme total. Le professeur Edward Shorter, qui est canadien, qui est toujours en vie, il me semble, qui est un historien clinicien, qui est psychiatre, écrit « Efforçons-nous de ne pas réduire le malade à un sac d'enzymes ». L'immense professeur William Osler, qui est un professeur canadien, qui a donné son nom à de nombreux syndromes, le syndrome de Randu-Osler, celui de Osler-Lehmann-Sachs, qui est une endocardite atypique, pour vous montrer qu'il a laissé sa trace, même sur le plan médical, qui est mort de la grippe espagnole en 1919, écrivait, qui est le père fondateur du courant de médecine humaniste, écrivait « Le bon médecin traite la maladie, mais le grand médecin traite le patient qui a la maladie ». Toujours cette essentialisation de l'individu dans une seule entité. Et cette vision quand même que les progrès de la médecine divisent, séparent, dissocient le patient en deux entités. La volonté de la médecine humaniste et de l'oncologie humaniste, dans ce cas d'espèce, c'est de réassembler pour n'avoir qu'une seule entité. Vous ne pouvez pas ne pas citer quand même un très grand médecin français qui est un point de bascule, vous le verrez dans l'histoire de la médecine que je vais vous présenter tout à l'heure, qui va faire basculer la médecine dans l'ère moderne. Avant Claude Bernard, on était dans une médecine que l'on peut qualifier d'antique ou même de préhistorique. C'est le point de bascule, Claude Bernard, dans l'ère de la médecine moderne. C'était au XIXe siècle, c'était il n'y a pas très longtemps. Et c'est un réel point de bascule. C'est quelqu'un qui a écrit un concept qui s'appelle la médecine expérimentale, qui a inventé des terminologies dont on se sert aussi encore aujourd'hui, l'homéostasie, le milieu intérieur. Et il écrivait « Le vrai médecin doit guérir quand il le peut, soulager quand il ne peut guérir, et accompagner quand il ne peut ni guérir ni soulager ». Et je surenchéris sur Claude Bernard en disant « Accompagner quand on peut guérir, accompagner quand on peut soulager, accompagner, accompagner, accompagner ». On ne peut pas parler des médecins humanistes sans citer les très grands médecins arabo-musulmans, Ibn Nefis, Averroès, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, Avicenne qui a écrit le Canon, qui est un ouvrage remarquable. Et ces médecins étaient théologiens, juristes, mathématiciens, philosophes, mais aussi médecins. Ils ont beaucoup théorisé sur une médecine éthique et morale plus que réellement pratiquée. Et c'est des médecins aussi qui, vous verrez, dans l'histoire de la médecine que l'on va reprendre ensemble, ont eu une certaine importance dans un diffusionnisme de certaines pratiques. C'est ce que nous allons voir maintenant avec une vision assez concentrée, mais j'espère pas trop roborative pour vous, de l'histoire de la médecine. Alors, comme toute histoire, la médecine débute avec l'avènement de l'écriture. Avant l'invention de l'écriture, on a quelques pistes malgré tout. Les archéologues du néolithique et du mésolithique, globalement 10 000 ans avant notre ère, ont retrouvé des sépultures un peu particulières où avaient été enterrés des corps avec des besaces. Dans ces besaces ont été retrouvées des décoctions, des feuilles, et ces sépultures ont été attribuées à des chamans, à des druides, à des sorciers. Et il semble que soulager, soit au même titre que de se nourrir depuis que l'humanité existe, soit un invariant anthropologique, et que l'homme, depuis qu'il est homme, n'a eu cesse, lorsqu'il a vu la souffrance, d'essayer de la soulager. Les premières traces donc réelles de l'histoire de la médecine, c'est avec l'invention de l'écriture. L'invention de l'écriture, c'est la civilisation sumérienne, 3000 ans avant notre ère, une écriture que l'on appelle cunéiforme, en forme de coin, c'est des écritures très arrondies. Les premiers signes d'écriture retrouvés sur notre planète, c'est des poteries qui avaient été siglées par une lettre cunéiforme.
C'était des artisans potiers qui, au moment de l'export de leur poterie, les ont siglés. Donc c'était la première trace d'écriture que nous connaissons. Puis, des gravures ont été faites sur des pierres, c'est les tablettes sumériennes. Et sur des papyrus, il y a le Code d'Hammurabi, par exemple. Les tablettes sumériennes, c'est 2200 ans avant notre ère, et sont décrits dans ces tablettes sumériennes au même titre que dans le Code d'Hammurabi, déjà les vertus de l'opium, par exemple. Sont décrits de façon extrêmement précise la relation médecin-malade. Dans le Code d'Hammurabi, c'est le 17-18e siècle avant notre ère, on décrit très bien si une opération ou un traitement ne fonctionne pas, vers qui le patient peut se retourner, quelle institution juridique peut-il rencontrer, quelles sont les amendes que le médecin doit régulariser en cas d'échec de sa prise en charge. On était déjà, il y a 5000 ans de ça, dans une organisation extrêmement civilisée. Et tout ça est mélangé, bien entendu. Donc il y a de l'observation des vertus thérapeutiques des plantes, puisque l'opium, on voit très bien qu'avec les saignées du pavot somnifère, on arrive à soulager les patients. Donc il y a des vertus rationalisées, mais tout ça est mêlé de théurgie. La théurgie, c'est de la magie, c'est des religions. Dans les tablettes sumériennes, on retrouve des formules magiques à prononcer lorsqu'on attribue un traitement à un patient qui vont l'aider à être soulagé, des incantations divines qui doivent être faites aux multiples dieux de l'époque. Et on a une incroyable trace historique médicale, le premier réel traité médical et pharmacologique, qui est le papyrus d'Hébert. C'est un papyrus très énigmatique qui a été rédigé sous le règne d'Amenhotep Ier, 16e siècle avant notre ère. Papyrus d'Hébert parce que c'est un certain Hébert, égyptologue allemand au 19e siècle, qui l'achète à un autre égyptologue anglais. Hébert s'approprie ce papyrus sans jamais malheureusement le déchiffrer ni le traduire. C'est en 1930 qu'il sera traduit. Et ce papyrus est un premier Vidal de l'Antiquité. Ils sont décrits les vertus d'innombrables plantes, comme par exemple celle de la scie, qui est une plante qui pousse sur les rivages du Nil, qui a des vertus antalgiques, celle de la digitale, qui a des vertus cardiotoniques, qui soigne les membres inférieurs. C'est parfaitement décrit dans ce papyrus d'Hébert, et qui en fait, les cardiotoniques aident les insuffisants cardiaques à se débarrasser de ces œdèmes. Ils ne le savaient pas, ils ne savaient pas très bien ce qu'ils faisaient, mais en tout cas, ils avaient observé qu'en donnant de la digitale, on soulageait les œdèmes de membres inférieurs de certains patients, ce qui donne aujourd'hui une classe de médicaments qui existe toujours, que sont les digitaliques. Dans ce papyrus d'Hébert, on retrouve un syndrome polyuropolydipsie qui est rattaché au diabète, sans savoir bien entendu que c'était au diabète. Comment confectionner une attelle sur un champ de bataille lorsque un soldat s'est fracturé la jambe. C'est un papyrus extrêmement détaillé, un premier Vidal de l'Antiquité, un premier traité médical extrêmement détaillé qui fait 20 mètres de long. Et donc c'est toujours mêlé à de la théurgie, des incantations, des formules à réciter pendant qu'on administre les soins. C'est ce que j'ai appelé la médecine des théories, qui va durer jusqu'au IVe siècle, 5e siècle avant notre ère, siècle de Périclès, avec l'arrivée d'Hippocrate. Alors, Hippocrate, tout le monde le connaît. Nous prêtons serment, nous, sur les mots d'Hippocrate, les médecins. Hippocrate, qui est de la dynastie des Asclépiades. La dynastie des Asclépiades, c'est les médecins de la Grèce antique se revendiquaient de la dynastie des Asclépiades. La dynastie Asclépiade vient d'Asclépios. Asclépios, c'est Esculape en latin. C'est le dieu de la médecine. C'est le fils d'Apollon. Apollon a eu cet enfant avec une mortelle Coronis. Cette pauvre Coronis a le malheur de tromper Apollon avec un autre mortel. Apollon demande à sa sœur Artémis de décocher une flèche à Coronis qui meurt. Elle est mise sur le bûcher et pris d'une tristesse concernant cet enfant avant qu'elle ne soit calcinée totalement. Apollon éventre sa femme, Coronis, qui est morte, sort l'enfant, qui est Asclépios, qui est confié au centaure Chiron, qui lui apprendra toutes les vertus et les pouvoirs de la médecine. Asclépios deviendra un très grand médecin jusqu'à ressusciter les morts. Zeus ne supportera pas le fait qu'un autre que lui puisse ressusciter les morts, c'est l'apanage des dieux, et Zeus foudroiera ce pauvre Asclépios. Il n'en reste que tous les médecins de la Grèce antique se revendiquaient de la dynastie des Asclépiades, et le plus célèbre d'entre eux, c'est Hippocrate. Alors pourquoi Hippocrate fait date dans l'histoire de la médecine ?
Il fait date parce qu'il sort le corps médical justement de la magie, de la théurgie, de la religion, pour en faire une science véritable. Hippocrate comprend à son époque que le corps seul est capable d'être responsable d'une survenue pathologique, de la survenue de maladie, sans pour autant que le patient ait eu affaire à un sortilège ou à une punition divine. Donc il comprend que la machine humaine, le corps qui est le nôtre, est capable, lors de certains déséquilibres, de produire la pathologie. Donc c'est une avancée remarquable parce qu'on commence enfin à observer le corps, à étudier les signes de certaines maladies, ce qu'on appelle la sémiologie. Hippocrate et ses élèves écriront énormément. Le corpus hippocratique, c'est 60 volumes. Aujourd'hui, il y a encore des signes cliniques dont on parle, comme l'hippocratisme digital, c'est un signe d'insuffisance respiratoire qui aplatit les ongles en verre de montre, qui reste encore aujourd'hui une appellation que l'on décrit et que l'on apprend dans nos études médicales. Donc vous voyez que Hippocrate, c'est un premier vrai point de bascule dans l'ère de la médecine scientifique. Le corps devient une science et on sort de la magie, de la théurgie et des religions. Alors, je suis obligé de vous en parler. Il a une théorie, Hippocrate, cette théorie découlée sur globalement 3 prises en charge, 3 traitements. Cette théorie, c'est la théorie des humeurs, vous en avez sûrement entendu parler. La théorie des humeurs, c'est le froid, le chaud, le sec, l'humide, ou la lymphe, le sang, la bile jaune, la bile noire. Et lorsqu'un déséquilibre survient entre ces humeurs, on va parler de mauvaise humeur, qui reste encore aujourd'hui d'actualité. Quand on se lève le matin et qu'on n'est pas très souriant, on dit qu'on est de mauvaise humeur, ça vient des humeurs hippocratiques. Lorsqu'un déséquilibre survient dans ces humeurs, en excès ou en défaut, se produit le phénomène pathologique. Lorsque ces humeurs sont produites en excès, 2 traitements, les saignées et les purges. Lorsqu'elles sont en défaut, 1 traitement, vin chaud, miel et une feuille de laurier. Autant vous dire que ces humeurs n'ont absolument aucun sens thérapeutique. C'est totalement farfelu, ça n'a aucune efficacité, c'est complètement obsolète. Ces humeurs, malgré tout, ont tenu du IVe siècle avant notre ère jusqu'à peu près au XIXe siècle, à l'époque de notre ami Claude Bernard. Plus de 2000 ans ont été organisés sur le plan médical autour de ces humeurs, et les seuls traitements que l'on ait produits jusqu'au XIXe siècle étaient les saignées et les purges. Molière, dans le Malade imaginaire, dit saignare, purgare. Louis XIV, par exemple, qui souffrait d'un abcès périanal, a bénéficié, ou plutôt subi, je crois, près de 80 saignées tout dans le courant de sa vie. Et ces traitements, saignées et purges, ne servaient à rien. Ils faisaient même basculer les patients dans une mort prématurée, plutôt que de soulager d'un quelconque mot et de prolonger la vie de ces patients-là. Après Hippocrate, on a au IIe siècle après notre ère Galien. Impossible de faire une histoire de la médecine sans parler de Galien. Galien, c'est un immense écrivain, parce qu'il a écrit plus de 20 000 feuillets tout au long de sa vie. C'est un médecin qui était à Pergame, en Asie mineure, en Turquie, qui après s'est installé à Rome. C'était le médecin des empereurs et des gladiateurs. C'est un anatomiste, un mathématicien, un philosophe. Et sur le plan anatomique, il a découvert de façon très précise le larynx. Il était prêt de découvrir le mécanisme physiologique de la phonation, mais n'a pas bien saisi à quoi servaient les cordes vocales, par exemple. Il a parfaitement décrit la moelle épinière. Il a parfaitement décrit les vertus thérapeutiques et phytothérapiques de nombreuses plantes. Donc il a des écrits pharmacologiques extrêmement productifs. On parle aujourd'hui d'ailleurs de galénique quand on parle de fabrication de médicaments. Cette galénique, ça vient de Galien. Et la grande partie de ces écrits ont été détruits dans le deuxième incendie de Rome en 192. Et il n'a eu de cesse, tout le restant de sa vie, de réécrire tout ce qui avait été perdu durant ces incendies. Et voilà. Pour l'anecdote aussi, les derniers feuillets de Galien qui ont été retrouvés, c'était en 2016 à Cracovie, dans un monastère. En fait, ce n'est pas tout à fait une découverte, c'est une redécouverte. En fait, ils avaient été perdus pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont été redécouverts à Cracovie il y a 8 ans maintenant, et ça avait fait
Ça avait défrayé la chronique pour ceux que ça intéressait, pour montrer le nombre de publications et de feuillets qu'a pu rédiger Galien. On reste toujours dans cette médecine des humeurs avec les grands médecins andalous musulmans, arabo-musulmans, qui ont une particularité autre que celle d'avoir rédigé de nombreux traités sur la médecine, sur l'éthique, sur la morale. Ils ont eu la particularité, ils vivaient dans la péninsule hispanique à l'époque, ibérique, et ils ont traduit tous les textes de Galien et d'Hippocrate du grec en arabe. Et Gérard de Crémone, qui était un linguiste italien, lui a traduit les textes arabo-musulmans qu'avait traduit Ibn-Nefis Averroès de l'arabe au latin. Et grâce à Gérard de Crémone, on a eu ce diffusionnisme des écrits hippocratiques et galéniques, et Seigné et Purge sont arrivés sur le continent européen grâce à ces médecins arabo-andalous. Un premier point de bascule, avant que l'on en arrive à Claude Bernard, c'est Harvey. Harvey a découvert et a prouvé la circulation du sang. Ça commence à faire vaciller la théorie des humeurs, et il comprend de façon extrêmement précise, c'est-à-dire que ce qu'avait compris Harvey il y a bientôt 5 siècles, nous n'en connaissons pas plus aujourd'hui, la pompe cardiovasculaire, enfin la pompe cardiaque et tout le système vasculaire, vaisseau artériel, vaisseau veineux, qui sont extrêmement bien décrits par Harvey. Et la légende dit, c'est dans la biographie d'Harvey, que c'est en allant au château du Clos-Lucé à Amboise, là où avait vécu un certain Léonard de Vinci, qui est mort en 1519, vous voyez qu'ils n'étaient pas très très loin. Léonard de Vinci avait été placé au château du Clos-Lucé par François Ier. Et Léonard de Vinci était passionné d'anatomie, et François Ier a achalandé ce brave Léonard de Vinci en cadavre, ce qui était complètement interdit par l'Église à l'époque. D'ailleurs, quand je vous parlais d'Hippocrate, Hippocrate ne savait pas ce qui se passait à l'intérieur du corps. La dissection était interdite à l'époque d'Hippocrate, donc ils avaient une vision surfacique du corps. Ils n'imaginaient pas ce qui pouvait se passer. Alors ils avaient bien vu des guerriers arriver avec le ventre ouvert, mais ils ne comprenaient pas ce qui se passait à l'intérieur du corps. C'était quand même une médecine très primitive. Et Galien donc se rend au château du Clos-Lucé, tombe sur les planches anatomiques dessinées par Harvey. Je vous montrerai celle qui, soi-disant, aurait inspiré Harvey et qui lui a fait comprendre la pompe cardiovasculaire. Et c'est grâce à ces planches observées par Léonard de Vinci que Harvey comprend le mécanisme de la circulation sanguine et de la pompe cardiaque. Et donc ces premières descriptions complètement rationalisées d'un mécanisme qui, aujourd'hui encore, n'a fait aucune preuve de faille. Donc nous sommes là dans un point de bascule. Le point de bascule, je vous l'ai dit, arrive avec Claude Bernard et le développement de cette médecine expérimentale. C'est le père fondateur de la médecine expérimentale, Claude Bernard. La médecine expérimentale, c'est l'observation d'un phénomène par l'observation de signes et de comportements pathologiques chez un patient, qui vont amener lieu à des hypothèses. Ces hypothèses vont être testées par des expériences qui vont aboutir à des résultats qui vont être interprétés et qui doivent être confirmés par de nouvelles expériences. Claude Bernard dit qu'il faut 2 à 3 expériences qui contribuent au même résultat avant de conclure que l'observation et les hypothèses émises soient liées aux hypothèses que la science expérimentale avait faites. Grâce à Claude Bernard, on bascule dans la médecine moderne, l'ère contemporaine dans laquelle nous vivons. C'est Claude Bernard qui nous l'a appris. Et de fait, Claude Bernard, durant son vivant, découvre le glycogène, les fonctions de sécrétion d'insuline par le pancréas. Il comprend aussi les mécanismes allergènes dans la maladie asthmatique. On commence à basculer dans une médecine qui observe, qui comprend et qui amène des résultats thérapeutiques, et qui permet des avancées thérapeutiques. Avant, il faut que vous imaginiez qu'avant Claude Bernard, les thèses de médecine étaient faites sur des dissertations concernant les textes de Galien ou d'Hippocrate, et celui qui avait la rhétorique la meilleure lui était attribué le titre de médecin. Après Claude Bernard, c'est des premières thèses de sciences expérimentales qui nous permettent de faire des avancées, des découvertes, et d'en être aujourd'hui une médecine qui fonctionne, qui réfléchit, qui rationalise et qui trouve des prises en charge thérapeutiques efficaces. Et actuellement, on en a discuté avec Élise Barrel, pour ceux qui étaient là, c'est plutôt l'évidence-based medicine, étude de comparaison, c'est la
médecine fondée sur la preuve, à laquelle j'aimerais bien rajouter de humanity-based, evidence-based humanity, pour mélanger, encore une fois, de la science biologique à de la science sociale et de la science humaine. Alors pourquoi ça c'est la planche qu'aurait observé Hervé de Léonard de Vinci, qui lui aurait inspiré le mécanisme physiologique de la circulation sanguine. Ces planches d'ailleurs sont observables au château de Windsor, il y a 278 planches, c'est extraordinaire à apprécier. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que si l'on regarde bien, à l'époque d'Hippocrate, celui qui est au centre de la focale, c'est le patient. La théorie des humeurs, ça ne sert à rien, les traitements qui sont proposés ne marchent pas. Et donc la seule chose que peut faire le médecin, c'est du compagnonnage. Il accompagne le patient dans la souffrance, il accompagne le patient dans sa maladie, il accompagne le patient jusqu'au décès. Le patient est totalement au centre de la focale. Autrement dit, quand on n'a aucune efficacité, aucune arme thérapeutique, aucun traitement, la seule chose que l'on peut faire, c'est accompagner les patients. Et plus la science évolue, plus elle connaît des résultats, des succès. La focale se resserre non plus sur le patient, mais sur l'organe pathologique, et puis au-delà de l'organe pathologique, sur les cellules qui composent cet organe, puisqu'on arrive aujourd'hui à travailler sur l'univers cellulaire et intercellulaire, et même au-delà des cellules, les molécules intracellulaires qui composent qui sont à l'intérieur de ces cellules et qui composent l'organe, et même au-delà des molécules intracellulaires, sur le génome des patients. C'est l'exemple que je vous prends avec Steven Rosenberg, qui est le premier à avoir conceptualisé les thérapies géniques, et qui est le développeur et concepteur de l'immunothérapie. Et donc la focale se resserre complètement sur l'organe pathologique, puis même sur l'infiniment petit à l'intérieur de cet organe pathologique, et celui qui en fait les frais et qui est décadré, mis sur la touche, c'est le patient lui-même. Voilà pourquoi l'histoire de la médecine me laisse penser que cette focale centrée sur le compagnonnage s'est resserrée totalement sur l'organe pathologique. La médecine, la technomédecine, celle dans laquelle nous évoluons, est passionnée par l'organe, désintéressée par l'individu, passionnée par les sciences biologiques, totalement ennuyée par les sciences sociales et humaines. Et le constat que je partage avec vous, René Le Riche, j'arrêterai après avec toutes ces références, mais René Le Riche, c'est compliqué de ne pas le citer, c'est le siècle dernier, c'est un chirurgien vasculaire qui a fait un traité de philosophie sur la chirurgie, qui a amputé un certain maréchal Joffre, notre Rivesalté, héros de la Grande Guerre, de la bataille de la Marne. Et dans son discours d'ouverture au Collège de France, il écrit « Les progrès de la médecine lui font courir un danger auquel elle ne va peut-être plus pouvoir résister, celui d'oublier à côté de ses humeurs, les humeurs d'Hippocrate, l'homme qui est son objet, l'homme total, être de chair et de sentiment. L'homme n'est plus considéré que comme une mécanique vivante détraquée, et les médecins estiment que c'est la finalité même de leur art de réparer cette mécanique et qu'il n'y a pas lieu d'aller beaucoup plus loin. » Donc il avait perçu, compris et anticipé la médecine dans laquelle nous évoluons, peut-être de façon encore plus marquée à l'heure contemporaine, l'heure où je vous parle. Donc nous sommes passés au travers de l'histoire d'une médecine purement philosophique, éthique, mais dangereuse même et très inefficace, à une médecine à l'inverse technique, hyper spécialisée et efficace, mais complètement déshumanisée. Et le challenge idéalisé de la médecine humaniste, de l'oncologie humaniste, c'est de poursuivre les progrès, bien sûr, pour qu'il y ait des résultats, et de plus en plus de résultats, dans la médecine que l'on pourrait appeler technomédecine ou dans la science biologique, et intégrer le patient dans toutes ses dimensions, en revanche, psychiques, sociales, culturelles, ne pas décadrer, réintégrer le patient au centre de la focale, et donc donner à l'acte médical aussi un sens humain. Donc on ne peut pas opposer la technomédecine aux soins de support. Les soins de support, c'est les soins bien-être, c'est ceux qui vont s'occuper du patient, de son bien-être, de toutes ces composantes sociales, psychiques, sociales, culturelles dont on vient de parler. Mais bien entendu, il faut les associer. Et pour ça, on est quelques médecins aujourd'hui en France à se battre pour que dès les plus jeunes années des études médicales, les étudiants en médecine aient, de la première année ou dès la deuxième année, un apprentissage de la communication et de la compréhension du malade. Ça n'est pas inné, ça doit être un apprentissage réel qui doit être appris dès les plus jeunes années pour que les jeunes médecins n'oublient pas que ce sont bien sûr des techniciens, mais que la cible sur laquelle ils vont évoluer n'est pas de la matière inerte, c'est de la matière spirituelle, c'est de la matière affective, sensationnelle et remplie d'émotions. Donc, ce que l'on fait aujourd'hui avec l'Institut de communication et d'information, dans le cadre de ces printemps de la cancérologie, avec ce transfert d'informations, ce partage du savoir, des connaissances,
du milieu des sachants de la santé vers le grand public. Ça permet aux patients de se sentir peut-être plus responsables, plus acteurs de leur prise en charge thérapeutique. Ça permet au grand public, qui n'est pas atteint par une quelconque pathologie, d'être plus responsable de sa santé, d'apprendre les règles hygiéno-diététiques nécessaires, les pratiques sportives nécessaires, de faire de la prévention primaire, c'est-à-dire comment rester en santé. C'est le projet. Et aux médecins, ça nous apprend nous aussi, au milieu médical et paramédical, l'empathie, l'altruisme, l'approche compassionnelle, le côté secourable que nous perdons souvent dans nos pratiques quotidiennes de la consultation. Donc c'est une triangulation vertueuse et c'est pour ça que nous sommes très heureux de développer ces programmes au sein de l'Institut de communication et d'information sur le cancer. Et les printemps de la cancérologie, d'ailleurs, vont se produire cette année dans 4 autres villes et on est très heureux de ce partage. Et si l'on y réfléchit bien, avec l'intelligence artificielle qui arrive, les capacités médicales, celles qui font de la médecine sa force et des médecins leur force aussi, va disparaître au profit de l'intelligence artificielle qui fera bien mieux que les médecins dans pas très longtemps. Et donc, soit on laisse faire l'intelligence artificielle et le médecin sera là juste pour checker les process qu'aura décidé la médecine, l'intelligence artificielle et les décisions thérapeutiques issues de cette intelligence artificielle. Alors on sera des médecins contrôleurs. Quel ennui, quelle tristesse. Et du temps va nous être libéré puisque l'intelligence artificielle va décider à notre place. Alors autant s'intéresser aux patients, à la traversée de l'épreuve du patient dans cette pathologie, écouter sa souffrance. Et donc nous avons tout intérêt à nous former, à nous préparer à rentrer dans cette médecine compassionnelle, d'écoute, d'altruisme, parce que l'intelligence artificielle va supplanter les qualités de la prise en charge thérapeutique et des traitements administrés. Pour en finir, donc, le médecin moderne a pour seul objectif la prise en compte de la maladie, réparer l'organe cassé. Le malade moderne est réduit à sa pathologie. Il a bien compris qu'on ne l'écouterait pas beaucoup. Il a payé pour un service que son assurance maladie lui doit. Il a bien compris que la prise en charge s'arrêterait à la réparation de l'organe cassé. Et un médecin moderne, en médecine moderne, médecin et malade moderne, est-ce ça vraiment le progrès? Il me semble que non, parce qu'à tout moment, le patient risque de trébucher, d'avoir des difficultés, de l'anxiété, un certain questionnement, des doutes sur son existence, sur les possibilités mortifères qui l'attendent en cas d'échec des traitements, et donc de chercher autre chose que le médecin moderne, le médecin compassionnel. Sacha Guitry écrivait sur les médecins: ce qui m'a souvent frappé, donc déplu chez de très bons médecins, ce sont les fautes psychologiques, leur erreur de diagnostic moral. Nous sommes très mauvais sur un plan des sciences humaines et sociales, et nous devons travailler ce champ scientifique. Donc la médecine humaniste et l'oncologie humaniste, au même titre, est la science de l'homme total, être de chair et d'esprit. Alors c'est un enjeu absolument nécessaire, me semble-t-il, pour accompagner l'évolution de la technomédecine. C'est aussi un enjeu qui n'est pas simple à tenir dans le temps, dans un continuum. C'est un enjeu qui est plus simple pour certains, plus complexe pour d'autres. Donc c'est quelque chose que l'on doit travailler. Et pour s'aider, peut-être, nous les médecins, à avoir cette approche plus ancrée en nous sur l'écoute et la prise en charge des ressources psychiques sociales des patients, on devrait allier à la médecine les humanités, la prise en charge artistique, qui nous permettrait de valoriser les prises en charge, de valoriser l'écoute et la compréhension des patients, qui nous permettrait aussi de vulgariser plus simplement par l'intermédiaire des procédés artistiques, écriture, dessin, tout ce qui passe par le prisme artistique. C'est ce que j'appelle Humanity-Based Evidence et qui nous permettrait d'informer, d'éduquer et de prévenir avec beaucoup plus de facilité. Je vais juste vous montrer maintenant, alors je ne sais pas comment faire là par contre, pour passer le petit film. C'est pour montrer juste un petit film sur la tête et les jambes pour ceux qui ne connaissent pas. Peut-être, est-ce que vous pouvez le... Non, là je ne peux pas. Bon, après peut-être en avez-vous assez aussi, donc mais c'était bien parce que il faut un clic. Bon, non, c'est celle d'avant. Il faut une souris, il faut cliquer sur la diapo. Voilà.
ça c'est l'espace La tête et les jambes que nous avons mis en place l'année dernière, qui fête presque ses 1 an aujourd'hui. Bonjour, bienvenue dans notre maison bien-être, La tête et les jambes. Je vous en prie. L'atelier d'art. Bonjour, je suis le docteur Ellis, je suis oncologue radiothérapeute à Perpignan, président de l'Institut de communication et d'information sur le cancer. Et nous avons fondé, via notre institution, cette maison La tête et les jambes, une maison de bien-être qui est destinée aux patients qui souffrent d'une pathologie tumorale. Cette maison a pour vocation de compenser les lacunes que nous avons, nous, les médecins spécialistes, dans la prise en charge psychique, sociale, émotionnelle, culturelle des patients, afin de réaliser une prise en charge globale, ce que j'aime qualifier d'oncologie humaniste, qui s'intéresse autant à l'organe pathologique qu'à la personne porteuse de cette maladie, et qui lui permettra de passer et de traverser cette épreuve qui est la maladie de la meilleure des façons possibles. Je suis venu au centre il y a à peu près 1 mois. L'accueil est très bien, la secrétaire très souriante. J'ai fait également de la réflexologie. Plus après, j'ai vu les diététiciennes, la naturopathe également. Et je me suis inscrit à l'hypnose. Je pense que ça me calmera. Cette maison La tête et les jambes est ouverte à tous les patients, de la prise en charge jusqu'à 18 mois après la fin des traitements. L'abonnement est de 30 € par mois et donne accès, de 30 € par an, pardon, et donne accès à de nombreux soins de socio-esthétique, de yoga, d'éducation physique adaptée, de psychologie, de psychologue, bien entendu d'assistante sociale, de massages faciaux japonais, de réflexologie plantaire, de naturopathie, des nutritionnistes. Bonjour, je suis Anne Lagrange, art thérapeute. Ce qui compte avec les patients, c'est 2 heures, 2 heures et demie à la fois de détente, de rencontre entre eux et de création. Donc en fin de séance, j'ai souvent des retours de patients qui me disent ou qui se disent entre eux oh, c'était un moment où je n'ai plus pensé à rien du tout, j'ai complètement déconnecté. C'est vraiment ce qui me touche le plus, c'est aller chercher l'enfant qui est en nous et qui a encore envie de créer. Et je crois qu'on arrive à le toucher et c'est vraiment c'est jubilatoire. Je me présente, je suis Marine. Je suis psychologue clinicienne. Donc, les problématiques qu'on rencontre ici auprès des patients de La tête et les jambes sont vraiment liées à la maladie, à leurs problématiques de vie quotidienne avec le cancer. Souvent, on va travailler l'annonce de la maladie, mais aussi l'accompagnement quotidien. C'est assez valorisant aussi, je pense, de faire ces rendez-vous, on voit les résultats assez rapidement. Mon oncologue Bénédicte Comé m'a recommandé cette association qui est vraiment fantastique au niveau de l'accompagnement, de l'échange, des différents ateliers qui nous sont proposés, culturels, manuels également, et puis au niveau psychologie, relaxation. Ça apporte beaucoup de bienfaits, je le recommande pleinement à toutes les personnes qui sont dans mon état. Voilà. Je vous encourage donc à rencontrer les personnes qui animent notre maison La tête et les jambes et à tous les patients dans le département des Pyrénées-Orientales qui le souhaitent de venir nous rencontrer. Et nous avons pour intérêt de développer cette maison La tête et les jambes et la franchiser dans différentes villes en France pour que le maillage de ces maisons bien-être, La tête et les jambes, puisse être accessible à l'ensemble des patients porteurs de cette pathologie sur le territoire national. Voilà pour cet espace La tête et les jambes, uniquement dédié à la prise en charge
entre guillemets spirituelle et physique du patient, pas du tout centré sur la prise en charge de la maladie, c'est pas l'objet du tout, c'est en dehors d'établissement de santé, c'est dans un endroit neutre, que les patients n'aient pas l'impression de retourner à l'hôpital pour bénéficier de cette prise en charge. Et un dernier, je vais juste vous l'expliquer, il faudra cliquer là aussi. Ça, c'est un travail que l'on a fait avec Philippe Marquez, qui est ici, que l'on a appelé, alors c'est pas de l'art-thérapie, mais art réparateur. C'est un travail où on a proposé à des patientes, essentiellement des patientes qui ont un cancer du sein, de poser dans une piscine à Perpignan pour faire des photos sous-marines. C'est un travail que l'on a baptisé art réparateur au même titre que la chirurgie réparatrice, puisque c'est globalement sur ces 10 patientes, 7 voulaient se faire reconstruire les blessures liées à la maladie, les déformations qu'avait pu occasionner une chirurgie et la radiothérapie. Et à l'issue de ce travail, et ces photos sous-marines que l'on a proposées dans plusieurs endroits, à Dunkerque, à Brest, cette exposition, il y en a quelques-unes qui sont affichées à l'entrée si vous voulez les voir par la suite. On a fait voyager un peu cette exposition et sur les 7 qui voulaient se faire reconstruire, une seule l'a fait, les autres se sont appropriés la modification de l'image corporelle qu'elles avaient en l'acceptant tout à fait, valorisée, narcissisée par ce travail artistique. Et donc l'art parfois ça peut être une thérapie, ça peut même être réparateur au même titre que la chirurgie réparatrice et ça coûte beaucoup moins cher. Donc je vais vous demander Ça, c'était un petit reportage qui avait été fait à l'occasion de... On va faire ça de manière la plus esthétique possible, mais tout en montrant quand même qu'avec le handicap, on peut continuer à être belle et en tout cas, je vais essayer de vous valoriser le plus possible. C'est une séance photo un peu particulière. Ces 15 femmes atteintes pour la plupart du cancer du sein ont décidé de prendre la pause sous l'eau. On est toujours un peu stressé, c'est surtout le fait d'être sous l'eau, mais c'est motivant, c'est un bon petit défi. L'objectif de cette séance photo consiste à valoriser ces patientes, exister sous un autre regard pour combattre la maladie. Se sentir belle malgré la maladie, surtout quand on est jeune, c'est dur. On se démène et puis c'est important de le montrer aux autres et de prouver qu'on peut y arriver. C'est une sacrée expérience de vie, de force. Voilà, c'est un beau témoignage de courage pour toutes ces filles qui se mettent à l'eau comme ça pour parler de la maladie, de ce qu'on vit, de nos récidives, de la difficulté qu'on a pu avoir. Dévoiler des cicatrices tout en respectant la pudeur de chacune, le rôle du photographe s'avère ici délicat. Montrer les blessures, mais aussi leur donner la possibilité, pour celles qui le veulent, d'être plus à l'aise en se masquant une partie du corps. Ce projet artistique s'inscrit dans le cadre des journées Vaincre le cancer, mises en place il y a 6 ans en pays catalan. Le but pour le médecin à l'origine de la démarche, redonner aux patients un certain bien-être. Et ça leur permet vraiment d'avoir une vision d'elles-mêmes beaucoup plus forte et beaucoup plus narcissique un peu, comme on peut avoir été, lorsque le corps a été mutilé, un peu en manque de confiance sur son propre physique. Là, c'est peut-être leur redonner un peu d'estime de soi. Redonner confiance aux personnes atteintes par la maladie, mais lancer aussi un message de prévention. Moi, c'est au cours d'une mammographie que je me suis fait détecter et comme je me suis fait détecter très tôt, en fait, ça n'a pas été très grave. Les photos de la séance seront dévoilées au cours des colloques que présente l'Institut de communication et information sur le cancer à travers la France. Le premier aura lieu le 13 juin à Brest. Une halte est prévue au Palais des Congrès de Perpignan en septembre. Voilà, mais j'en ai fini. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent jusqu'au bout et tout au long de la journée. Et puis je pense que on peut se donner rendez-vous l'année prochaine. Merci beaucoup.